Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci à vous de vous être déplacés jusqu'à nous pour venir nous écouter. Alors sachez que si vous avez des textes à lire après notre performance, le micro vous sera offert. Un immense merci à la ville de Courbevoie pour sa confiance, grâce à qui, avec mes acolytes slameurs et poètes, nous avons pu vous façonner ce projet. Donc il y aura Saguet que vous allez rencontrer. Saguet est championne de slam 2002 et Marcel, vainqueur de slam de différents tournois régionaux. Saguet vient de Reims, Marcel vient de Lille. J'ai eu le bonheur de collaborer à travers mon association Nadie l'a fait avec ces deux belles âmes. Et on vous a concocté vraiment un très très beau projet, enfin en tout cas on y a mis tout le cœur. Le thème, ce sont les maisons qui voyagent. Et on va vous faire voyager avec nous à travers une performance poétique et slamistique. Et comme ça, on va vous permettre de découvrir un petit peu ce qu'est le slam, c'est-à-dire cette prose poétique qui peut être engagée. Alors on parle souvent de Grand Corps Malade, mais il y a aussi Gaël Fray, donc en personnage illustre dans le slam. Et puis il y a nous, il y a Saguet, il y a Marcel Duchamp et bien d'autres slameurs pour slammer. L'association Nadie l'a fait, c'est une association autour de l'écriture et de l'oralité. Et elle propose donc régulièrement des ateliers d'écriture dans Courbevoie, donc des ateliers d'écriture et d'interprétation à Courbevoie. Donc c'est chaque second samedi du mois, vous avez un atelier de 2 heures l'après-midi à l'espace Regnault. Chaque quatrième jeudi de chaque mois, un atelier d'écriture à Gautier. Et puis il y a aussi des événements. Alors dans les ateliers d'écriture, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on écrit. Tout le monde sait écrire. Vous écrivez déjà votre liste de courses. Mais là, on essaye d'écrire de manière poétique et en essayant de découvrir des domaines. Alors pour l'instant, les 3 domaines que je vous fais découvrir, ce sont les femmes qui ont été invisibilisées dans le passé. Il y a aussi le thème de l'île de la Réunion. Je suis réunionnaise. Et il y a aussi le thème de l'art. Donc au niveau de l'art, le samedi dernier, on a fait un atelier d'écriture autour des sculptures qui se trouvent sur le parvis de la Défense, et ça a connu beaucoup de succès. Au mois d'octobre, il y aura un atelier d'écriture autour de Arte Media, qui est l'héroïne de l'art caravagesque. Et voilà, donc si vous êtes intéressé à la fin de la performance, n'hésitez pas à venir nous voir et on prendra vos coordonnées. On envoie régulièrement des lettres d'information, parlons français, au niveau des événements. Je vais terminer avec cette présentation et je vais dire maintenant, place au spectacle. Toute ressemblance avec des personnes et des lieux serait totalement fortuite. C'est l'histoire d'une maison vide. Une maison vide qui rêve d'être habitée. Habitée par des bonnes âmes à abriter, à protéger d'une existence vide. Vide, mais pleine de trous. Boire trop de verre comme un trou noir. Marre d'être une bouche qui se tait. Marre d'être un bouche-trou. Trou de verre pour revenir en arrière, pour revenir à hier, remettre ses fenêtres en face des trous. Et c'est un soir de désespoir, de grande solitude, qu'elle trouvera une idée qui troublera l'ordre public. L'ordre public. Elle deviendra trou vert ou troubadour. Elle arpentera les pentes escarpées, prétextant de diffuser des textes à trous, des textes à tous les alentours. Ça sera toi qui seras troubadour. Et c'est ainsi que les trous se rencontrent. Et c'est ainsi que les trous se rendent compte que plusieurs trous
tous ensemble, peuvent devenir Troupe. Les plus belles amitiés ne sont-elles pas des solitudes qui s'acoquinent? Alors, c'est l'histoire d'une maison qui, sur sa faille béante, pose une porte pour l'ouvrir à tous les horizons, donner des ailes même aux cloportes. Oraison, tout sauf funèbre. Ces trous sont des fenêtres pour expulser les ténèbres. Elle crie. Elle prie la vie. Ces manques deviennent des vitres d'envie. Les briques s'échappent de ses murs. Elle laisse passer la lumière. Elle dépasse le passé de ses murmures et ose enfin sortir de sa tanière. Métamorphose, sortir de son trou, arrêter de se taire, de se terrer, s'extirper de son terrier. La petite pousse se fait fleur, Fleur au fusil. pétale de vent, délestée de ses épines, De ses peurs. elle devient sa propre rose des vents. Eh, bonjour, monsieur le spleen. Vous voulez pas nous raconter une histoire? J'en avais une bien triste, mais j'ai un trou de mémoire. Aller vers le soleil, le vent, les vents vifs et vigoureux, ceux qui vont et viennent, ceux qui emmènent vers les vallées aux plantes vivaces, loin, loin du souffle de son vide, loin de la vacuité de la mémoire de son grenier, loin, loin de son ventre éventé. Maison de paille, Maison de bois, maison de briques. la maison n'est plus une girouette, elle prend le vent et la poudre d'escampette. Prendre le vent et sourire, s'introduire dans ce trou de sourire, partir vers de nouvelles contrées. Contre vents et marées. Sourire et se marrer, s'ancrer et s'amarrer, se narrer de nouvelles histoires, s'inventer de nouvelles mémoires. Vivre, Vraiment. car vivre, c'est se créer des souvenirs de maintenant. On dit que c'est à partir d'un souffle que cette légende prend vie. On dit que c'est du souhait d'un enfant qui voulait voir plus loin que l'horizon. Sous la lune complice, ses vitraux s'embrasèrent en couleurs. C'est alors que la maison s'éveilla sans heurts. Elle fendit l'air libre, porteuse des rêves du garçon. Guidée par les vents fous, elle quitta ses fondations, portant le petit bout d'homme. Sous les cieux éclairés, dansèrent cette haute maison, d'où les éclats de rire se faisaient entendre. Voix de petit bonhomme. Elle glissa sur les fjords, guidée par des ondes profondes, et la mer lui offrit ses chants, faits de murmures et d'ondes. Elle salua sous la brume les sapins, fiers des forêts, poursuivant son vol léger sans jamais marquer l'arrêt. Elle effleura la Suède, où le givre dessinait ses décors, chargé de 1000 flocons et d'un souffle doux qu'elle adore. Elle s'abandonna un instant au chant des clairières d'or, puis repartit légère, emportant son précieux trésor. Elle revint enfin là où tout avait commencé. Elle vit l'enfant ébahi, ses plus beaux rêves matérialisés. Depuis, chaque mur porte le chant doux du passé où naît chaque légende, quand le vent doit le tracer. Le vent s'en allait à volo jusqu'atteindre la Norvège, où il fit une halte à Christiania, l'ancien nom d'Oslo. Nous sommes là dans la seconde moitié du XIXe siècle. Pas de neige à l'horizon, mais un pavillon en construction. À cette époque, les Royaumes-Unis de Suède et de Norvège constituent un État fédéré. Le père de ce projet, Henrik Trapp Meyer, décide de symboliser la situation politique de ce royaume à travers l'architecture de ce patrimoine commandé.
Mais c'est qu'un bel et bref avenir est promis à cette maisonnée. Être montrée à Paris à l'exposition universelle de 1878, telle est sa destinée. Une tour haute et étroite, comme représentation de la Suède, commence à se dresser pas à pas. De l'autre côté, un bâtiment plus massif, de plein pied, avec un grand pignon, va porter le drapeau du pays là-bas. Les deux pans se voient reliés par une galerie basse, symbolisant l'alliance des deux nations. Le père, sur ses croquis, y a apporté la plus grande attention. Lui à qui l'on confie habituellement la construction d'écoles et d'églises, se voilà attribuer une précieuse mission. Qu'on se le dise. Il a pensé à des pièces étroites à l'intérieur. Il y a intérêt à ce que les humains qui la traversent soient rayeurs pour égayer la couleur sombre du bois. À l'extérieur, sa devanture colorée a de quoi en laisser plus d'un coin. Le père observe son bébé, qui peu à peu prend forme sous ses yeux. Tel un guide présent et protecteur pendant toute la phase de construction, il corrige, assiste, explique maintes fois ses dessins de préparation, sa présence quasi quotidienne et ses conseils vont de pair. Il ne faut pas que les ouvriers accélèrent avec cette structure démontable et modulaire. Ici, on ne pose aucune pierre. Le pavillon est destiné à voyager en mer et quittera bientôt sa terre-mère pour aller respirer un autre air, loin de ses deux repères. Pardon, là je vous perds. Revenons sur cette terre d'Oslo et laissons-les tranquillement terminer le montage de ce pavillon. On aura tout le temps de le visiter une fois il sera fin prêt pour l'exposition. Le vent prend son élan et quitte nos hommes pour se diriger vers Stockholm. Ah, fâcheuse nouvelle pour un cœur amoureux, dures extrémités où je me vois réduit. Tu viens, Sylvestre, d'apprendre au port que mon père revient. Allez, stop, stop, hop, hop, hop. On laisse tomber Molière, Octave et les Alexandrins, quoique, on garde le théâtre et on se lance dans Les fourberies de Stockholm. En s'acoquinant avec l'homme que l'on nomme Stockholm, notre maison vide avait trouvé chaussure à son pied. Ou bien toiture à sa cheminée. Ou bien voiture dans son garage bien rangé. Ou bien ordure dans sa poubelle qui pue des pieds. Cher public, je tiens d'abord à éviter tout malentendu. Oui, Stockholm, c'est comme ça qu'on appelle cet homme pervers, cet homme narcissique, ce malotru. Mais non, nous ne sommes pas dans la Casa des Papel. Vous l'avez compris, enfin, j'espère, notre maison héroïne avait su faire son trou en suivant le gré des vents. Sur le Drakkar, elle est désormais la proue. Toute la Scandinavie en a eu vent. Attention, Alexandrin. C'est en posant ces quatre murs vers la Suède que la maison fit la rencontre du beau viking. Le moustachu charmeur lui proposa de l'aide. Tout était prêt pour échapper au kidnapping. Congé. Eh, bonjour, madame de la maison. Que vous êtes jolie. Que vous me semblez canon. Sans mentir, si votre chambre à coucher se rapporte à la cambrure de vos volets, vous êtes la phénix de tout notre quartier. À ces mots, notre maisonnette se sent tellement flattée qu'elle laisse le malotru rentrer. Elle pensait être la proue, mais elle n'était que la proie. Il posa ses jalons de jaloux
Mais le pervers était son roi. Victime du viking, la belle s'endormit dans le bois, inconsciente de son kidnapping. Car le pervers était son roi. Elle pensait être la proue. Elle n'avait rien vu venir, mais elle finira au trou, incapable de partir. De toute cette aventure, il ne nous reste qu'une lettre, de sa plus belle écriture, jetée par la fenêtre. C'est en alexandrin. Mais ce n'est pas très drôle. On rigole plus avec Scapin et toute sa gaudriole. Cher public, si vous le permettez, j'aimerais vous la lire pour que vous vous souveniez. Dans cette ville trop froide, mon cœur trop chaud se meurt. Il n'était qu'embuscade, un piège pour mes ardeurs. Ma barque s'est échouée sur ces rives éclairées. Je me suis emballée. Le reste n'est que regret. Tant besoin d'un fica, il m'a faite son esclave. Je ressemble au vasa, je ne suis qu'une épave. J'aimerais le quitter pour un prochain voyage, voir de nouvelles contrées, m'écarter du rivage. Contre vents et marées, tout me rappelle à lui. Je me sens menotté, en prison dans la nuit. Je m'extrais vers le nord, Gamlastan me rappelle, son pouvoir est trop fort, sirène de l'archipel. Si l'amour est une île, je suis une naufragée. Une aliénée servile qui ne peut s'échapper. La passion, la raison, osent bien quelques murmures. Je reste dans mes cloisons, en fustigeant le mur. Rien à jeter à l'eau, pas la moindre bouteille. Un pervers comme bourreau. Stockholm m'a rendu vieille. On ferme les yeux. On dit que c'est à partir d'un son d'une cithare que nous est parvenue cette histoire. Son chant, dit-on, pouvait vous transformer aux premières notes. Au cœur du Jaipur, un Maharaja amoureux de musique fit bâtir un pavillon d'ivoire et de jasmin. Chaque colonne portait un couplet gravé, chaque coupole abritait l'éclat des étoiles. Lorsque la cithare chanta pour la première fois, le bois s'anima, le jasmin exhala son parfum, et les pierres s'élevèrent lentement, glissant hors des jardins royaux. Sous la lune complice, un cortège d'éléphants de pierre prit vie et guida l'édifice. Porté par la brise tiède du désert, le pavillon franchit dunes et mirages, puis s'ouvrit au flot de la mer d'Arabie, escorté par les dauphins et les goélands. La Méditerranée l'accueillit en un bain d'azur et d'embrun parfumé de romarin. Ses jalisses projetaient des arabesques pilaires sur les vagues miroitants. Et les vestiges byzantins se mirent à saluer son passage d'un écho lointain. Alors, un souffle venu du nord se mêla aux accents de cithare, tissant un trait d'air, un pont invisible entre Orient et Occident. En un battement d'ailes, le pavillon s'éleva au-delà des rivages et plongea sur la Seine au petit matin. Il se posa avec douceur dans l'écrin vert du parc André Malraux à Courbevoie. Ses coupelles doraient, ouvrant grand leurs bras comme pour offrir 1000 récits. Les enfants du quartier vinrent, fascinés, toucher les jalisses finement ciselées. Et chaque note de cithare vibra à nouveau, prête à libérer à d'autres voyages. Et maintenant, on ouvre les yeux. Sarasvati. La voilà, la mère universelle, déesse hindoue de l'éloquence, de la connaissance, de la sagesse et des arts. Notre vent se pose un moment près de l'eau pour philosopher avec cette divinité des rivières et tenter de rêver à un ailleurs que l'on pourrait ramener ici d'Ardar, l'Inde. Ce pays le plus peuplé de notre monde terrestre, le 7e plus étendu sur notre planisphère, où la vie se suspend le temps d'un instant dans un espoir de paix. Un semblant de mausolée est fabriqué dans une énergie apaisée. Il portera le nom de Pavillon des Indes.
Lui aussi est promu à une majestueuse et brève destinée, celle d'être présenté à l'exposition universelle de 1878, mais sa construction, bien que modulaire, coûte une blinde. Pas de panique, pas de panique. Les ingénieurs et ouvriers peuvent s'atteler à la tâche sans se faire de soucis. La commande est payée par un prince, connu aussi sous le doux et populaire blaze de pacificateur, futur roi de Grande-Bretagne et empereur des Indes. Il fut aussi surnommé Bertie par sa famille pendant toute sa vie. Un joli et affectueux pseudonyme pour un homme que sa mère, la reine Victoria, et son père, le prince Albert, voulaient former à devenir un monarque exemplaire. Mais Bertie n'était pas assidu aux études rigoureuses. Il se distinguait par son charme, Sa sociabilité, intelligent, bien élevée. Et averti. trois qualités de Bertie qui favorisent la sympathie. Icône de mode et de style. Passionné de sport et de culture. Le voilà devenu mécène des arts et des sciences. La commande du pavillon des Indes servira à exposer les présents reçus lors de son voyage en Inde. En voilà le sens. Le projet est confié à l'architecte Caspar Purden Clark, un homme aguerri à la culture et aux arts. Il dirigeait à Londres le plus grand musée au monde d'art appliqué et décoratif. Bref, tout en art. Très vite, ses missions se sont orientées vers des dessins d'architecture et des conservations de collections d'art indien. Et il devint le père de la construction de ce pavillon. Là aussi, un père méticuleux qui aime la symétrie. Deux parties reliées par une galerie seront exposées dans le palais de fer sur le Champ de Mars pendant les 6 mois d'exposition. Mais des Indes, Il n'en a que le nom. Là, c'est vraiment ce que vous croyez? vous êtes loin de la réalité. La réalité est qu'à l'origine, c'était du tissu doré qui était utilisé. Utilisation de produits basiques mais qui donnent de l'effet. Effet de surprise et de dorure pour montrer la richesse de la Grande-Bretagne à travers ses colonies. Colonies florissantes dans les Indes. Indes britanniques que le prince de Galles, futur Édouard VII, voulut présenter. Présentation du luxe des riches pays en version éphémère de leur structure. Structure de bois et d'acier, 11 ans plus tard, verra la naissance de notre tour Eiffel parisienne de 300 mètres de haut, visible aujourd'hui depuis les fenêtres du pavillon. Mais alors, me demanderez-vous, où donc a-t-il été construit ce pavillon? On lance les paris? Cette nuit, notre maison a fait un rêve. Après avoir fait le tour des alentours, elle a eu une révélation. C'est à Paris qu'elle se doit de poser ses fondations. Toutes ses pérégrinations lui avaient donné la solution. C'est en s'habillant d'art qu'elle éclairera ses lanternes. Et pour ça, quelle plus belle destination que la ville aux lumières? Dans ce rêve, dans le brouillard du hasard, notre homme a croisé un homme, fatigué et hagard. Sa vie avait changé en rencontrant l'art à Paris. Et c'est ainsi que l'égaré retrouvé lui a dit « L'art, ça permet d'habiter l'instant, de le rendre beau et consistant. Ça met de la gaieté dans le triste, de l'esthétique dans le fade. Ça multiplie les prismes et les pistes. Ça met le sens en cascade. » Et c'est ainsi que la belle maisonnette s'imagine dans les rues parisiennes. Attention, cher public, il va y avoir des références. Soyez prêts, soyez perspicaces. On va voir si vous êtes bon avec les jeux de mots, on se concentre. Elle rêve de se laisser tenter, de se laisser sustenter par un resto gastro. 1000 saveurs dans son palais, le grand, le petit ou celui de Tokyo. C'est que Notre-Dame la maison arbore son Sacré-Cœur comme mécène. En Eiffel,
Elle triomphe avec passion. Elle adore se montmartrer sur la scène. Ma petite présentation resterait invalide si je ne vous parlais pas de la célèbre pyramide. Les énigmes de Toutankhamon ont été cachées dans un cercueil bien fermé. Il est désormais temps qu'on le l'ouvre pour en découvrir tous ses secrets. Vous vous souvenez du vieil homme égaré et hagard? Voici l'histoire qu'il lui a racontée au détour d'un trottoir. Une soirée au musée, jusque-là j'étais bien. Découvrir, m'amuser, ça j'en étais certain. Mais j'ai vite déchanté, les statues ont pris vie. Quelle vigueur, quelle santé. À moi la jalousie. J'ai croisé le satyre et ses muscles saillants. Mes complexes ressortirent quand j'ai vu le dieu Pan. Je me suis vu rachitique, je suis tombé de mon socle. Je me suis vu squelettique, mon corps n'est que breloque. Les ailes de Samothrace ont crié ma défaite. Ça va laisser des traces, c'est la fin de la fête. J'ai cherché le radeau pour ne pas trop couler. Noyé par mon fardeau, leur beauté mon boulet. J'étais dans les abîmes, un brouillon troglodyte. Elle était là, sublime, la Vénus, l'Aphrodite. L'idéal féminin avait fort froid aux pieds. Il lui manquait une main pour nouer ses lacets. Ma laideur oubliée, j'ai pu la secourir. Gentillesse bouclier, j'ai même pu la séduire. Les dieux grecs sont partis, malgré leur torse glabre. Ces athlètes bien bâtis sont redevenus marbre. Bras dessus, bras dessous. Nos yeux étaient complices de l'amour des bisous. J'ai quitté les abysses. Mes démons dépassés sont réduits en poussière. Nous sommes enlacés. Elle n'était plus de pierre. C'est chaud. C'est ce jour-là que notre maison héroïne s'est réveillée, fort de son rêve d'art et de volupté. La voyageuse retrouvée a crié « Paris rêvé !» Paris, espérez. Paris, je te rejoindrai. Sur les quais de Paris, deux géants dormaient sous la brume. Tous deux posés sur la Seine en attente d'un matin. Ils se voulaient voyageurs, prêts à danser sur l'eau, portés par un souffle porteur. Emporte-moi, oui, emporte-moi où le rêve dérive. C'est alors qu'un vent complice les soulève en silence. Ils glissent côte à côte sur la Seine, frôlant en péniche, franchissant les ponts sans peine. Lentement, le parc André Malraux s'ouvre. Écrin vert pour leur halte, ils se posent sur l'herbe, abandonnent le vol et la valse. Les orangers, les pins maritimes accueillent leurs murmures. Et Courbevoie devient l'étape. L'étape, oui, où naissent mille et une nouvelles. On dit qu'on peut entendre leurs planches chanter quand la nuit drape encore les sentiers. Leur passage a semé des éclats d'Orient et de Scandinavie mêlés. Ici se noue la légende d'un souffle qui change le cours des vies. Deux pavillons déracinés, unis par les vents, se meurent d'infini. Sur les quais de Paris, deux géants dormaient sous la brume. L'histoire de ces deux maisons a commencé là-bas. Celle de deux d'entre elles continue leur vie à Courbevoie. La moitié du pavillon des Indes est allée à Saint-Malo finir sa vie. Une violente tempête en bord de mer la détruisit. L'autre partie se dresse, tout près de nous, fière, face au boulevard Saint-Denis. L'étage noble au premier était le rez-de-chaussée exposé, pendant que le premier étage exposé devint l'actuel rez-de-chaussée. Vous suivez? Caché entre les feuillages, voire même discret, insoupçonnable, venu du froid, et pourtant bien là.
Le pavillon de Norvège et de Suède trône devant nous, complètement disproportionné et tout coloré. Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Après avoir dévoilé leur splendeur à l'exposition universelle de 1878 en plein Paris, un prince et une artiste de théâtre talentueuse, sculptrice et écrivaine à succès, mère de 2 filles, décidèrent de les acquérir, les sauvant ainsi de la destruction. Les 2 pavillons devinrent des ateliers d'artistes de ces 2 femmes peintres, Consuelo et Georges Achille Fould, nés du ventre de Valérie Simonin et adoptés par le prince de Stirbet. Le parc de Bécon en fut et demeure leur écrin, Paris au loin. C'est l'histoire d'une maison désormais comblée. Riche de toutes ces âmes qui les ont habitées et aussi de vous tous qui nous avez écoutés. Est-ce qu'il y aurait parmi vous des courageux qui voudraient nous parler d'autres maisons qui ont voyagé? Le micro est à vous. C'est pas grave, c'est le micro ouvert, c'est pour partager un moment. Vous venez? On va applaudir madame, lui donner un petit peu de courage. Qu'elle arrive. Ne forcera personne, vous n'êtes pas obligé de vous enfuir si vous ne voulez pas passer le micro. Escapade. Dans ce texte des pirouettes, une escapade en vedette. Alors, lecteurs, lectrices, lisez, rêvez et soyez chouettes, n'en perdez pas une miette. Évasion, escapade. Point de dérobade. Avec l'artiste signataire, rendez-vous dans un dictionnaire. Roulades et ruades, mon cœur bat la chamade. Me détendre et apprendre. Me détendre et comprendre. Avec 2 camarades, les mots jaillissent en cascade. Bredis, breda, un peu de bousculade, mais quelle escapade! Triple salto en arrière, je te cherche de nouveaux repères. Dès lors, une question me mine, quelles sont tes origines? À l'image de nombreuses peuplades, tu fus jadis un nomade. Un champion, un roi de l'escalade, aussi je t'offre cette aubade. Depuis l'Espagne, je t'accompagne, ensemble franchissons des montagnes. Quelle dose de vitamines, quel plein de dopamine. Escapade, tu viens du vieil espagnol, étymologie, escapada. C'est la première. Artiste en liberté. Plume parmi les plumes, volatiles éphémères, un matin de juin, à Nanterre, vous réveillez mon cœur. Douceur, tiédeur, sortir de ma torpeur, complice de mes inspirations, m'envoyez une invitation. Souffle de vie, agilité, légèreté, devise pour notre fraternité. Artiste de tout poil, vibrez à l'unisson, pinceaux, plumes et crayons, au service de vos émotions. Juillet, août, esprit balnéaire, accordent ici nos envies. Changez d'air, voisins mes amis, un bienfait qui nous réunit. Septembre sourit, fait poindre ses envies, ici nous réunit. Merci, âmes complices, amis, famille, voisins, pour ces beaux moments de vie. Merci beaucoup. Merci à une charmante abeille de nous avoir partagé ces mots